Nous allons démarrer avec un sujet vraiment d'actualité. Le maire, nos maires, élus préférés des Français, mais à quel prix? Pour en parler, nous accueillons Pierre-Emmanuel Bény. Monsieur Bény, si vous voulez bien nous rejoindre. Vous avez un escalier de ce côté-ci. Oula, comme vous voulez. Monsieur Pierre-Emmanuel Bény, vous êtes maire de Sacy-sur-Marne et auteur d'un livre au titre très évocateur, « Chers administrés, si vous saviez, la vraie vie d'un élu, d'un maire de terrain ». Et monsieur Coué, monsieur Emmanuel Coué, maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, président de Rennes Métropole, merci de nous rejoindre. Et Stéphane Vernet, journaliste à Ouest France, directeur de la rédaction d'Ouest France de Paris. Merci. Bonjour à tous, bonjour et bienvenue. Je fais ma petite cuisine, je m'installe au milieu, comme on est trois, ce sera plus sympathique. Bonjour et bienvenue à cette table ronde. Nous allons parler du maire, qui est l'élu préféré des Français. On le dit sans arrêt, le maire est l'élu des préférés des Français. Mais à quel prix? C'est la question qu'on va se poser ensemble, tous les trois. Pour démarrer, nous voulions fixer le décor en évoquant les études réalisées par le CEVIPOF, qui est l'Observatoire de la démocratie de proximité, qui est rattaché au CNRS et à Sciences Po Paris, et qui est un institut qui a réalisé de multiples études sur plusieurs années, sur des très grands échantillons de maires, en leur demandant quel était leur état d'esprit, en leur posant parfois des questions très personnelles, sur le mode est-ce que vous êtes heureux dans vos fonctions, mais aussi des questions du style est-ce que vous comptez vous représenter, oui, non, pourquoi. Et l'avantage de ces études, c'est qu'elles se font sur de très gros échantillons, et elles se font dans la durée, ce qui a permis en fait au CEVIPOF d'avoir une observation assez fine de l'état d'esprit des maires. Nous voulions inviter Martial Foucault, qui est professeur à Sciences Po, le directeur du CEVIPOF, qui malheureusement ne pouvait pas être avec nous ce matin parce qu'il donne des cours à l'étranger et il y est en ce moment. Par contre, on a réalisé une petite vidéo qui dure 2 minutes 20 et on va commencer par cette vidéo pour poser le cadre. On lui a demandé quel était, à son avis, l'état d'esprit des maires aujourd'hui. Il nous répond en 2 minutes 20 et on se retrouve juste après cette petite séquence. Il y a une véritable une montée en puissance d'agressions, de violences qui conduisent les maires à considérer qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un soutien total de l'État. L'état d'esprit des maires à quelques semaines des élections municipales est partagé entre à la fois le sentiment pour un certain nombre d'entre eux de vouloir continuer, et puis on a vu monter depuis plusieurs années maintenant un malaise vis-à-vis de la fonction qu'ils exercent. Ils sont à la fois saisis d'une demande très très forte, une exigence de leurs administrés par le bas, mais par le haut, un pouvoir politique, un exécutif qui leur demande des efforts considérables. Et je dirais que sur les 5 dernières années, on a 3 actes qui ont fondé ce malaise. Le premier acte est important. Depuis, je dirais, 2015 et la loi NOTRe, on a demandé aux maires, l'État a demandé aux maires un effort financier considérable. Donc ils doivent composer avec une enveloppe budgétaire moindre. Il y a eu un effort demandé actuellement jusqu'en 2022 de moins 13 milliards d'euros. Et puis un deuxième acte fondateur important qui est celui, je dirais peut-être qui a été perçu anecdotique, mais qui pour moi résume un peu la violence subie par les maires, qui est à l'automne 2018, le mouvement Balance ton maire, qui était une réaction demandée à tous les citoyens qui avaient observé une augmentation de la taxe d'habitation de dénoncer cette hausse sur les réseaux sociaux. Et puis il y a un troisième élément dramatique au cours de l'été 2019, dans cette petite commune du Var, à Signes, où le maire a été victime d'un accident dramatique qui a conduit à sa mort. Je ne dirais pas que tous les jours on a des actes de cette ampleur, mais il y a une véritable une montée en puissance d'agressions, de violences qui parfois vont du verbal au physique et qui conduisent les maires à considérer qu'aujourd'hui, ils ont besoin d'un soutien total de l'État pour encore
reconnaître l'importance de la fonction au plan local. Voilà, donc le maire élu préféré des Français, mais à quel prix? Alors avant de réagir, juste un petit mot. Donc pour en parler, on a choisi deux jeunes maires dans la force de l'âge. Donc à ma droite, Pierre-Emmanuel Bény, qui est maire de Sassy sur Marne, en Seine-et-Marne, donc un village de 1800, un peu 1800 habitants. Vous avez été élu maire en 2014. Vous aviez 29 ans au moment de l'élection municipale, 30 ans le jour où vous avez été désigné comme maire. Et vous étiez, parlez dans le micro, et vous étiez très motivé. C'est le village qui vous a vu grandir. Vous aviez envie de faire plein de choses. Vous avez énormément donné de votre personne. Mais vous avez décidé, malgré un bon bilan, un plutôt bon bilan, on peut le dire, vous avez décidé de ne pas vous représenter cette année. Vous allez nous expliquer pourquoi. Vous avez témoigné dans un livre qui s'appelle « Chers administrés, si vous saviez », qui est paru chez Buchet-Chastel. Et vous en parlez régulièrement dans les médias. On vous voit très souvent et on va partager ce moment avec nous. À ma gauche, Emmanuel Coué, jeune maire de Saint-Jacques-de-la-Lande, président donc depuis 2007, président de Rennes Métropole depuis 2014. Vous avez 50 ans, 51 50 ans. Parlez dans le micro, 50 ans. Vous avez aussi un plutôt bon bilan avec toutes sortes de grands équipements qui ont été réalisés, une ville qui évolue énormément. Parmi les grands équipements que vous avez réalisés, il y a celui où on se trouve, on est chez vous, le couvent des Jacobins, on peut dire que c'est une réussite. Et pourtant, vous avez décidé également de ne pas vous représenter cette année. Vous allez nous expliquer pourquoi, puisque vous avez des trajectoires, il y a des similitudes, des trajectoires différentes. Juste une précision, on tenait absolument à avoir une femme maire aussi qui ne se représentait pas. La vérité, c'est qu'on en a contacté plusieurs, presque une demi-douzaine, qui toutes ont décliné. Et c'est très compliqué, en fait, ça a été très compliqué d'avoir quelqu'un, et on le regrette amèrement. Et c'est très compliqué d'avoir une femme maire. Je vais vous dire aussi pourquoi. Parce qu'aujourd'hui, malgré la loi de 2014 sur la parité qui s'impose sur les listes dans les communes de plus de 1000 habitants, donc c'est-à-dire l'écrasante majorité des communes, en réalité, vous avez autant de femmes que d'hommes dans les conseils municipaux, mais vous avez très peu, toujours très très peu de femmes maires. Il n'y a que 16% de femmes qui sont maires aujourd'hui et que 10% de femmes qui sont présidentes d'intercommunalité dans notre pays. Donc ça, c'est peut-être un point qu'on évoquera tout à l'heure. Juste pour démarrer, je vais demander à Emmanuel Coué peut-être de réagir ou de commenter ce que vient de dire Martial Foucault. Est-ce que vous êtes d'accord avec son constat sur le malaise qu'il évoque chez les maires aujourd'hui ? Alors oui, globalement. Alors là, c'était une petite vidéo très courte, mais dans l'interview qu'il avait réalisée il y a quelques jours pour Ouest France, il développait son propos. Moi, je crois qu'il y a deux idées justes qu'il développe. La première, c'est que les maires sont aujourd'hui au cœur d'un certain nombre de contradictions ou comme pris en étau par un certain nombre de tendances profondes de la société. Je vais en citer quelques-unes. C'est le rapport, l'affaiblissement des cadres collectifs, la montée en puissance de l'individualisme, ça je pense que personne ne peut le contester, ou formuler autrement le commun, la recherche du commun versus le consumérisme. Il y a également une dimension qui est présente, c'est le poids croissant des réseaux sociaux avec une forme de libération de la violence verbale ou de la violence symbolique. Et puis on est dans une société où la défiance gagne chaque jour, et donc exercer alors sa fonction, son métier, sa responsabilité de maire dans ces conditions, c'est évidemment pas toujours simple, et ça je dirais que c'est plutôt une tendance qui remonte à 6 ou 8 ans et qui est profonde. Et puis un deuxième élément, plutôt on est dans le domaine du temps court, mais il le pointe et il a raison de le pointer, c'est que il y a eu en 2017-2018 de la part du pouvoir en place un discours qui a pu apparaître aux maires comme étant au mieux de l'indifférence, parfois du mépris. On a rappelé ce que moi je considérais comme étant absolument indigne, le hashtag balance ton porc. Ton maire. Balance ton maire, ben oui, mais évidemment c'était exactement au même moment. C'était exactement au même moment. Donc voilà, je ne sais pas si vous imaginez la violence symbolique qui s'attache à cette expression quand vous êtes un maire qui essaye au quotidien de faire au mieux, et c'est pas facile. Et donc moi je me félicite que le président de la République, le gouvernement ait sérieusement redressé la barre, et en tout cas le discours, notamment à l'occasion des... Ça, vous l'avez senti concrètement ?
Oui, mais je pense que le président de la République et le gouvernement n'avaient pas le choix. C'est-à-dire que, voilà, je pense que c'était... La crise des Gilets jaunes Bien qui sûr, a changé la donne. c'était une faute en début de mandat, et la crise des Gilets jaunes a rappelé que les maires, y compris dans leur dimension de médiation de proximité, de médiation sociale, le rôle qu'ils jouent dans le vivre ensemble, puisque c'est les thèmes de ces 2 journées, ce rôle était absolument essentiel. Et ce que dit Martial Foucault dans la note du CEVIPOF, c'est qu'il y a eu effectivement un moment extrêmement difficile, beaucoup de doutes chez un grand nombre de maires en 2017-2018, et puis qu'aujourd'hui, on revient progressivement à une situation entre guillemets normale, avec à peu près la même proportion de maires qui arrêtent, pour des raisons très très différentes. On verra, parce que je pense qu'il y aura beaucoup de points communs dans nos analyses, mais en même temps, des décisions d'arrêter qui renvoient à des considérations très différentes. Effectivement, il y a un an, jour pour jour, on parlait beaucoup, on s'inquiétait beaucoup du fait qu'un certain nombre de maires ne se représenteraient pas, qu'il pourrait y avoir des trous, et on se rend compte que finalement, comme dit Martial Foucault lui-même, les municipales, c'est l'élection la plus stable de la Ve République, et on va vers les taux de renouvellement, d'abandon et des choses très, très, très communes. En gros, il y a 60% des maires qui se représentent et qui sont réélus. Et puis vous avez à peu près vous avez une quinzaine de pourcents qui se représentent et qui sont battus, et le reste sont des maires qui ne se représentent pas, tout simplement. Et on est dans l'étiage classique, et c'est ce qu'on verra a priori cette année aussi. Pierre-Emmanuel Bény, vous avez, quand vous entendez les propos de Martial Foucault, notamment par rapport à l'agressivité, les insultes, les violences, y compris les violences verbales, j'imagine que ça fait écho chez vous. Est-ce que vous pouvez nous raconter, vous avez décidé d'arrêter, vous, pour un ensemble de raisons très, très précis, que vous décrivez très bien dans votre livre, mais il y a eu un moment clé qui vous a... le moment où la goutte d'eau a débordé le vase, est-ce que vous pouvez nous la remettre juste dans le contexte, nous réexpliquer ça? Comment ça s'est passé? Bien sûr. Bon, déjà, bonjour à toutes et à toutes. Effectivement, donc en juin 2018, dans ma commune, qui est une petite commune aux franges de l'Île-de-France, donc à l'est de Paris, à 70 km de Paris, nous avons connu, comme beaucoup de communes de l'Île-de-France à cette période, des inondations. Et en fait, j'étais avec mon équipe sur le pied de guerre depuis 5 heures du matin pour essayer d'endiguer un rue qui avait débordé et qui inondait de nombreuses habitations de ma commune. Et en fait, au moment où je passe pour coordonner les secours avec les pompiers, j'ai une de mes administrées qui, sans s'adresser directement à moi, mais en parlant suffisamment fort pour que je puisse l'entendre, me dit au moment où je passe, tiens, regardez-moi. Alors, dans mon bouquin, j'étais soft, j'ai mis, tiens, regardez-moi cet imbécile, il ferait mieux de nous aider à éponger plutôt qu'à se pavaner. La véritable phrase, c'est regardez-moi ce pauvre con, il ferait mieux de nous aider plutôt qu'à se pavaner dans la rue. Donc effectivement, pour moi, ça a été la goutte d'eau qui a fait déborder le vase, sans mauvais jeu de mots, puisque lorsque l'on est maire, on peut faire des actions, on peut faire des choses, mais je n'ai pas encore la possibilité de changer la météo ou d'ouvrir les eaux comme le fait Moïse. Donc si vous voulez, aujourd'hui maire, je partage tout à fait ce qui est dit dans l'analyse de Martial Foucault, donc du CEVIPOF. Vous êtes finalement tiraillé entre énormément de difficultés. D'un côté, un État qui est de plus en plus absent des territoires. Alors, je pense qu'à Rennes, vous devez le voir un petit peu, mais pas moins que nous, en tout cas en zone rurale. Aujourd'hui, vous avez un État qui se désengage de plus en plus des territoires ruraux, avec de moins en moins de services. Et quand vous avez de moins en moins de services à la personne, ou de moins en moins de services au niveau des sous-préfectures et préfectures, c'est immédiatement les élus locaux qui en pâtissent. Pourquoi? Parce que vous êtes finalement le dernier petit maillon de la République dans les territoires. Et quand les administrés ont quelque chose à vous demander ou à vous faire savoir, ils viennent immédiatement voir le maire et pas le député ni le sénateur. C'est la même chose au niveau de, peut-être pas au niveau de Rennes Métropole, mais au niveau de Saint-Jacques. Vous êtes aussi l'élu qu'on peut voir facilement, régulièrement, et auquel on se tourne à chaque fois, pour tout et pour rien, en fait. Oui, alors, c'est comment? Il y a une petite dimension de paradoxe. C'est que, il y a des attentes qui s'expriment de la part des citoyens, des administrés, qui renvoient à des pouvoirs qui sont projetés sur le maire, pouvoirs qu'il n'a pas. Ou qu'il n'a plus, du fait notamment de la loi NOTRe qui est citée par Martial Foucault. Oui, mais globalement, c'est pas le fond du problème. Oui, mais globalement, qui n'a jamais eu, c'est-à-dire que parfois les concitoyens ont le sentiment que le maire peut tout, ce qui n'est évidemment pas le cas. Mais en même temps, c'est absolument décisif que les maires conservent cette dimension de proximité. C'est-à-dire, je crois que c'est le président du Sénat qui disait un élu à portée de baffe, mais à portée d'engueulade. À portée d'engueulade, pardon, oui. Pardon, à portée d'engueulade, mais il y a quand même, je crois que l'expression avait été employée par ailleurs, mais il y a quand même cette dimension que d'avoir un élu disponible,
accessible, que l'on peut rencontrer relativement aisément, ça me paraît important. Après, ce que je veux aussi dire par rapport au témoignage qui est le vôtre ou le tien, c'est que on exerce pour une part le même métier, alors pas métier au sens activité professionnelle, au sens plutôt sociologique du terme, et en même temps pas tout à fait le même métier. C'est-à-dire qu'il faut aussi dire que c'est beaucoup plus difficile pour des maires de petites communes en milieu rural. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas nécessairement épaulé comme on l'est quand on est maire d'une commune de 13 ou 14 000 habitants, par une administration compétente, des cadres qui vous appuient au quotidien. Vous n'avez pas nécessairement un cabinet, comme je peux, comme j'ai la chance d'en avoir un à la tête de la métropole. Et par ailleurs, on y reviendra sur la capacité à concilier vie professionnelle et fonction et mandat d'élu et fonction de maire. C'est objectivement très compliqué puisque les indemnités pour les maires des petites communes restent relativement modestes, même si le gouvernement vient de faire un effort il y a quelques semaines et que c'est une bonne chose. Là, pour le coup, satisfait site au texte de Sébastien Lecornu. Je crois qu'il était hier à Rennes pour en parler. Mais en réalité, ça ne permet pas de se consacrer totalement à sa fonction, alors que moi-même, j'ai eu la chance, entre guillemets, de pouvoir cesser mon activité professionnelle il y a quelques années pour me consacrer entièrement à cette fonction. Donc, évidemment que quand vous êtes maire d'une commune de 13 ou 14 000 habitants, président de métropole, il y a une charge brute de travail qui est considérable. En gros, d'ailleurs, elle a été mesurée dans l'étude du CEVIPOF. En gros, c'est une soixantaine d'heures par semaine, donc on ne chôme pas. Mais on ressent, je pense, beaucoup moins la dimension d'être à tel ou tel moment démuni, impuissant, dépassé, faute d'être appuyé concrètement par une administration. Alors vous évoquez plusieurs points clés, vous le dites bien dans votre livre, vous êtes surpris, vous ne comprenez pas pourquoi les maires qui sont des agents de l'État ne sont pas formés par l'État, c'est-à-dire qu'en gros, vous dites, être maire aujourd'hui, c'est sauter en parachute, avec un parachute, mais on ne vous donne pas le mode d'emploi, on ne vous explique pas comment ça marche. Oui, ça, c'est ce que vous avez vécu, c'est l'impression que vous avez eue. Bien sûr. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand vous êtes élu maire, en tout cas d'une petite commune, vous n'avez pas de formation qui sont proposées par l'État. Vous avez des formations qui sont privées, qui sont payantes à la charge des collectivités. Vous imaginez bien que des maires de petites communes avec des finances de plus en plus difficiles à tenir aujourd'hui, on ne va pas non plus dépenser des milliers et des cents pour se former. Donc ça, c'est une première difficulté. Après, tu parlais tout à l'heure effectivement de la différence entre les maires de grandes villes et puis les maires de villages. Pour vous donner un exemple assez concret, j'assimile ça en fait, moi aujourd'hui je me considère comme un artisan et le maire d'une grande ville et le maire d'une très grosse entreprise. Je ne vais pas dire le patron d'un CAC 40 parce que ça peut être un peu péjoratif, mais c'est un petit peu comme ça qu'on le ressent. Vous n'avez effectivement pas de cabinet politique autour de vous pour vous épauler. Vous avez généralement un ou deux administratifs, un cantonnier. Vous savez, moi dans ma commune, en termes de superficie, Sacy-sur-Marne est aussi grand que les 7 premiers arrondissements parisiens. Et pour nettoyer et entretenir cet immense territoire, je ne dispose que de 2 agents techniques et d'un seul policier municipal pour faire respecter la loi et le bon ordre sur ce territoire. Il y a un autre point qui a été évoqué par Emmanuel Couette et qui est fondamental vous concernant, c'est le fait de pouvoir concilier sa vie professionnelle et sa vie privée. Alors juste, il y a un élément très intéressant dans l'étude du CEVIPOF qui montre qu'en réalité, plus le maire est jeune, plus il est diplômé, ce qui est votre cas, plus il va arrêter ou il veut arrêter au bout d'un mandat. Et Martial Foucault dit, mais parce qu'il y a un malentendu, vous avez beaucoup de maires jeunes comme ça qui pensent que dans une petite commune, ils vont pouvoir concilier leur vie familiale, leur vie professionnelle, continuer à avoir une activité parce que la rémunération, l'indemnité est très faible, donc peut-être vous en parlerez, mais donc il faut avoir un métier à côté pour pouvoir nourrir sa famille. Et en consacrant 20 heures par semaine à ma petite commune, tout passe. Et en réalité, très vite, rapidement, ils se rendent compte que c'est juste impossible parce que les sollicitations sont trop fortes. Et c'est à ce moment-là qu'ils décident de décrocher. Est-ce que ce n'est pas un peu ce qui vous est arrivé ? C'est un petit peu ce qui m'est arrivé, effectivement. Pendant toute la durée de mon mandat, je n'ai pas arrêté mon activité professionnelle. La chance que j'avais, c'est qu'avec mon épouse, nous avions une entreprise, pas une multinationale, nous sommes propriétaires d'un haras équestre avec les chevaux, et le fait d'être chef d'entreprise, de pouvoir gérer mon temps et mon planning, me permettait de me libérer du temps pour ma commune. Comme vous le disiez,
maire d'une petite ville, mais j'imagine que toi c'est pareil aussi, c'est extrêmement chronophage. Pour le maire, pas de vacances, pas de dimanche, pas de nuit, pas de soirée, pas de jour férié. Vous êtes H24 sur le pont. Alors, on n'est pas dehors à faire le pied de grue en permanence, mais vous avez des appels en permanence. Mon téléphone, vous savez, ça fait 6 ans qu'il est allumé. Il est resté allumé en permanence. Il est à côté de moi la nuit. Il est sur ma table de chevet. Et on m'appelle. Encore la semaine dernière, j'étais appelé à 5 h du matin pour un homme qui tentait d'immoler sa femme en pleine nuit. Il y a encore 15 jours, j'étais avec un de mes adjoints en train de déblayer des branches donc, de ce fameux rue qui avait débordé il y a 1 an et demi. On avait des fortes précipitations il y a une quinzaine de jours et il fallait déblayer les branches rapidement. Mes services techniques étaient injoignables et je n'ai pas d'astreinte parce que je ne suis pas dans une grande ville. Donc effectivement, vous avez cette fonction qui est extrêmement chronophage et qui, même parfois quand vous prenez un petit peu de temps pour vous, ça m'est arrivé avec des amis à faire un barbecue dans mon jardin. J'ai été dérangé en plein dimanche après-midi par un administré qui rentrait chez moi sans même sonner pour me dire « Écoutez, monsieur le maire, j'ai mon voisin qui fait du bruit avec sa tondeuse. Bougez-vous, je vous paye avec mes impôts, donc c'est à vous de faire appliquer la loi et la législation. » Voilà aujourd'hui le quotidien des maires, en tout cas de petites villes, et c'est parfois pas facile à tenir. Et encore, vous avez oublié de raconter l'épisode où vous êtes abordé par un de vos administrés qui commence à vous raconter ses problèmes sexuels dans la rue, devant vos enfants, Exactement. en disant « Bon, je ne suis pas psy non plus, mais... » Non mais oui, c'est ça. Alors, dans le bouquin, dans mon livre, j'en parle vraiment à la fin de manière anecdotique parce que ça fait sourire quand on le raconte aujourd'hui. Mais effectivement, c'est ça. J'ai un de mes administrés qui venait me raconter ses problèmes et ses débats sexuels avec son épouse. Et j'étais avec un de mes enfants pour aller à la boulangerie et je lui ai fait comprendre que je n'étais pas sexologue et que mes conseils, même glanés gratuitement sur les trottoirs, ne valaient pas grand-chose. Et qui plus est, devant en plus un enfant qui avait à l'époque, je crois, 6 ans. Voilà, c'est une anecdote, hein. Je pense qu'il y a matière à prolonger. J'ai plein d'autres questions à vous poser. Et je suis sûr que vous avez beaucoup d'autres choses à dire, mais je ne voudrais pas qu'on frustre la salle. Si vous avez des questions, on va garder une partie du temps pour répondre à vos questions directement. Je vois qu'il y a un monsieur qui lève la main. Il y a peut-être aussi des questions par SMS. Stéphanie ? Les questions en direct, c'est super. Vous pouvez aussi poser vos questions, j'espère que vous le voyez bien, par SMS au 07 67 68 69 62. C'est surtaxé Comme je vous le disais. Pardon ? C'est surtaxé ou c'est Alors non, le prix d'un appel local ? J'espère que c'est gratuit. Vous aurez peut-être même une prime. Voilà. Non, c'est pour aller plus vite ou si vous le souhaitez. Donc il y a monsieur qui avait une question physique en vrai au premier rang, s'il vous plaît. Et puis si vous avez d'autres questions, peut-être qu'on peut en prendre 2 ou 3 pour commencer et les traiter rapidement. On vous écoute, monsieur. Oui, d'abord un conseil au maire, ne pas écouter les appels téléphoniques déjà. Ensuite, ne pas écouter les SMS aussi, effectivement. Vous êtes maire vous-même ? Non, pas besoin. Je suis écrivain public. J'écris publiquement. Voilà. Oui, bon. Donc, pour aider le maire et rappeler la continuité de la démocratie, qui est une notion essentielle de l'État, je vais rappeler au maire qui est à ma gauche qu'il y a une notion de remembrement à comprendre, à dialoguer avec les agriculteurs et les paysans, parce que c'est 2 domaines complètement différents. Voilà. Donc, pour le maire de droite, il y a une continuité. Effectivement, il y a 2 projets nationaux qui sont effectivement gérés par les maires de Marseille et de Rennes. Rennes Métropole n'a rien à voir là-dedans pour moi. Et donc, il y avait un mini-projet national qui devait être mis en place par rapport à cela de création de wagons de fret sur le TGV, qui n'a pas été fait. Les Rennais ne pouvaient pas payer les locations, sont donc partis. Merci. Et la question ? Oui. J'ai l'impression de parler avec mes administrés, là. C'est très bien. Merci pour votre intervention. On va prendre une autre question, une vraie question avec un point d'interrogation. Bonjour messieurs. Je pense que la charge de maire a toujours été une charge importante, lourde. Vous évoquiez tout à l'heure le développement de l'individualisme au niveau des citoyens. On se targue d'être le pays des droits de l'homme. Le problème n'est-il pas aujourd'hui, pour que vous restauriez la reconnaissance et le respect qui vous est dû en tant qu'élu, de devenir la République des devoirs du citoyen? Oui, Pierre-Emmanuel Benny, vous voulez répondre?
effectivement, aujourd'hui, on est une société qui est extrêmement individualiste, où c'est moi j'ai des droits, monsieur le maire, je vous paye avec mes impôts, vous devez faire ci, etc. On a effectivement aujourd'hui, je pense, perdu énormément en notion de devoir, où chacun finalement travaille pour son intérêt propre. Et c'est ce qui dénature aujourd'hui la fonction des maires, c'est-à-dire que vous vous retrouvez face à une société extrêmement individualiste où vous essayez quand même de travailler pour l'intérêt général et pour une cause commune. Et quand vous avez face à vous, pas tout le monde, encore heureusement, il reste des gens qui sont motivés pour l'intérêt général, mais quand vous vous retrouvez face à des personnes qui sont de plus en plus individualistes, effectivement, vous avez tendance à vous renfermer sur vous-même parfois. On parle aujourd'hui de consumérisme municipal. Le principe, c'est je paye, j'ai droit. C'est-à-dire que aujourd'hui, l'électeur est un consommateur. Hein. Est-ce que vous pouvez juste rappeler quelle est l'indemnité du maire d'une commune de 1800 habitants? Combien vous êtes indemnisé chaque mois? Oui, bien sûr, j'ai rien à cacher, hein, c'est de l'argent public. Aujourd'hui, je touche en indemnité donc pour une commune de à peu près 2000 habitants, 1 285 € net avant prélèvement à la source. Voilà. Vous voulez réagir, Emmanuel Coué? Je ne vais pas vous demander combien vous êtes indemnisé. 15 500. C'est public, hein, donc effectivement, le maire d'une commune de plus de 10 000 habitants, je crois que c'est 2 055 € net avant prélèvement à la source. Et c'est public et c'est très heureux que ce soit public. Donc je rebondis après l'interpellation de monsieur que je partage. C'est-à-dire que moi, je vais quitter la vie publique après 20 ans de vie municipale, comme adjoint au maire à Saint-Jacques. Je salue mon prédécesseur qui est dans la salle, puis comme maire pendant 2 mandats. Donc avec une certaine, je pense, une profondeur d'analyse, en tout cas, dans le temps. Et je crois qu'on peut dire effectivement que ce que l'on qualifiait avant, ou ce que les universitaires qualifiaient en quelque sorte de rétribution symbolique, c'est-à-dire le fait que la fonction était exigeante, que vous donniez beaucoup de vous-même, de votre temps, de vous-même, de vos compétences, mais qu'en regard, la figure du maire dans la commune était une figure qui, dans l'ensemble, était respectée au-delà des convictions et qu'on ait voté pour le maire ou pas à l'occasion des élections municipales. Oui, je pense que c'était quelque chose qui aidait aussi, à tenir. Et là, j'ai senti vraiment, tout au long de ces dernières années, un affaiblissement du respect. Est-ce que ça fait partie de votre décision d'arrêter? Non, alors là, pour le coup, y compris parce que moi, je souhaite qu'en fin de propos, on puisse donner à beaucoup de citoyens et de citoyennes l'envie de s'engager et d'exercer des fonctions municipales. Moi, je souhaite terminer là-dessus. Non, j'ai dit, notamment votre confrère de Ouest France, directeur de la direction départementale, il y a quelques mois, les raisons de mon choix. Mais je quitte la vie publique au terme de 20 ans de responsabilité, au terme d'un parcours passionnant, en ayant eu le sentiment d'avoir une trajectoire en quelque sorte accomplie, et en considérant que c'est aussi le renouvellement normal de la vie publique. Donc je quitte vraiment mes fonctions sans aigreur, pour dire les choses autrement. Mais il faut absolument que, avant que ce soit le moment de nous quitter, on puisse aussi vous donner envie. Parce que ce qui est intéressant, c'est que l'étude du CEVIPOF aborde la question du bonheur, c'est-à-dire le bonheur ou pas d'être maire et d'exercer ses fonctions. Mais il faut aussi réaffirmer que ce sont des fonctions passionnantes et qu'il peut, et ça a été mon cas, y avoir du plaisir et du bonheur à exercer des fonctions publiques aussi intéressantes. Une question dans la salle, sinon on a reçu une question via SMS. Alors, vous la voyez derrière moi. En fin de mandat, être maire est-il une expérience regrettable ou bénéfique, d'après vous? Avez-vous été épaulé par vos adjoints par ailleurs ou était-il en retrait? Donc 2 questions. Qui répond? Oui, une expérience extrêmement bénéfique. Je le dis et je le répète, le mandat de maire, pour moi, est l'un des plus beaux mandats de notre République. Ça reste encore, je pense, une des fonctions politiques où vous pouvez changer le quotidien en bien, en tout cas, de vos administrés. Et vous avez encore cette possibilité, même si les dotations sont de plus en plus désuètes, vous pouvez encore décider de projets et de les mettre en application. Je pense qu'aujourd'hui, le lieu où l'on est, en est l'exemple même. Maintenant, moi, j'en retire vraiment... ça a été dur, mais ça en vaut la peine. Emmanuel Couette, pareil. Et sur la notion d'équipe, les adjoints, le fait d'avoir une équipe soudée? Bien sûr. Hein. D'ailleurs, c'est parfois un petit sujet avec la population qui considère qu'il y a le maire avec un M majuscule, alors qu'en réalité, on est animateur d'une équipe
et que si on ne s'appuyait pas sur des adjoints disponibles et compétents, on aurait beaucoup de difficultés. Et puis on est aussi à la tête d'une administration qui fait et qui met en œuvre. Mais moi, je partage ce qui vient d'être dit. Ce qui est assez exceptionnel dans cette fonction, c'est la capacité à faire vivre ses convictions, ses valeurs, les idées auxquelles on croit, et de les traduire concrètement en projet, en action, et sur un espace-temps en quelque sorte, où les choses sont visibles et perceptibles. Et ça, c'est absolument exceptionnel. On ne rencontre pas, on n'a pas cette chance-là partout dans sa vie. Donc, moi, je veux vous convaincre. Oui, c'est difficile, mais oui, c'est passionnant. Et engagez-vous. Une autre question sur Twitter. Pouvez-vous nous dire quelles sont les motivations de ceux qui aspirent à devenir maire? Alors, je me demande s'il n'y a pas 34 500 réponses à cette question, c'est-à-dire à peu près autant que de maires. Mais est-ce qu'il n'y a pas peut-être un ou deux traits de caractère qu'on retrouve très fréquemment? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais en premier lieu peut-être apporter du changement positif pour la commune. Et puis ensuite, comme je le disais tout à l'heure, essayer de travailler pour l'intérêt général et d'améliorer le quotidien de nos administrés. C'est d'abord l'envie de changer les choses en bien? Oui, c'est-à-dire que, en fait, pour moi, les mandats locaux ont été une forme de continuité d'un engagement citoyen et politique dès les années lycée. Parce que vous avez démarré comme militant jeune, dès le lycée, dans les mouvements associatifs, SOS Racisme, puis très vite en politique. C'est-à-dire que quand je me suis engagé en politique, ce n'était pas avec l'idée ou l'ambition de devenir maire. Et à un moment donné, c'est simplement que la possibilité de faire vivre ses convictions, ses valeurs dans l'exercice d'un mandat local, il y a eu une dimension quasiment, je ne veux pas dire naturelle, mais oui, mais si, d'une certaine manière. Donc c'était vraiment ça. C'est important aussi de dire qu'on est maire pour sa commune, évidemment. On est maire pour porter des projets qui peuvent changer la vie quotidienne de ses administrés, mais on est aussi maire par rapport à des valeurs et des convictions qu'on a et qu'on veut traduire au quotidien. Et vous continuerez à militer ou avoir des engagements politiques, ou alors vous tournez complètement la page pour une autre vie? Non, mais je tourne complètement la page de la vie politique au sens de l'exercice des mandats. Vous vous représenterez plus du tout? Non, voilà, je l'ai déjà dit, mais je le confirme. Je me suis déjà présenté très souvent. Vous avez gentiment dit que j'étais jeune, mais enfin, ça fait quand même 20 ans. Non, mais je le dis pourquoi? Parce que dans les pays du sud de l'Europe, et c'est notamment le cas en France, on considère qu'on débute un parcours d'élu local et qu'on l'achève à la retraite. Dans d'autres pays, notamment dans le nord de l'Europe, on considère que c'est un moment de sa vie que l'on donne à l'intérêt public, à l'intérêt général, et qu'on peut avoir des alternances de vie professionnelle, moments consacrés à l'intérêt général, à l'intérêt public, et puis que l'on peut revenir à la vie professionnelle. Donc voilà, ça ne devrait avoir rien d'étonnant. Et en revanche, voilà, je suis un homme engagé depuis l'âge de 16 ou 17 ans, et je pense que je resterai un homme de gauche engagé, mais il y a plein d'autres manières de faire vivre ses convictions, notamment sur le terrain associatif, par exemple. Je pose la même question, Pierre-Emmanuel Biani, parce que je sais que vous n'avez pas renoncé à une carrière politique éventuelle, mais alors à un autre échelon, dans un autre contexte, en tout cas pas maintenant, mais pourquoi pas? Oui, non, parce qu'en fait, je ne me considère pas aujourd'hui comme un politique. Vous imaginez bien, quand vous êtes maire d'une petite commune, vous n'avez pas de parcours politique destiné ou autre. Aujourd'hui, moi, je me considère comme un citoyen engagé, où pendant 6 ans, j'ai donné de mon temps pour, en tout cas, changer et pour l'intérêt général. Et effectivement, on en parlait l'autre jour quand vous faisiez l'article sur le livre. Je ne m'exclus pas effectivement d'autres engagements futurs, parce que j'ai effectivement aujourd'hui 35 ans. Et je pourrais encore prétendre à 10 ou 15 ans pour en tout cas apporter quelque chose pour peut-être un échelon supérieur. Mais je n'ai absolument pas l'ambition ni même de dire je vais tracer une carrière député, sénateur, puis ministre, etc. C'est absolument pas l'objectif aujourd'hui que j'ai. Bon, vous êtes pressé, on vous retrouve à la présidentielle de 2022? Non, non. Non, mais aujourd'hui, on en rigole, mais vous savez, aujourd'hui, je pense que faire de la politique est assez difficile. Que vous soyez député, ministre ou président, je pense que vous en prenez plein la figure. Alors parfois, quand vous faites des mauvaises réformes, c'est juste le retour des choses, mais c'est pas facile, je pense, de s'engager en politique. Il y a un sentiment d'injustice, et qu'on sent aussi beaucoup dans votre livre, dans l'interaction au quotidien avec un certain nombre d'administrés qui sont très exigeants, sans voir tout ce que vous faites pour eux au quotidien.
Une question dans la salle? 2 questions dans la salle? 3 questions dans la salle? 4... Oui, alors là, ça va devenir plus compliqué. Bonjour. Je ne sais pas si je suis hors sujet, mais moi, ce qui m'a profondément énervé, c'est la suppression de la taxe locale aux communes. Moi, je veux payer mes impôts à Rennes, elle a plein de charges. La taxe d'habitation, vous voulez dire, madame? Pardon? La taxe d'habitation. La taxe d'habitation, la suppression. Et est-ce que ça ne serait pas, comment vous réagissez, est-ce que ça ne serait pas non plus une cause d'inquiétude, donc à la veille des élections? Parce que partir sans budget, enfin, ça devrait quand même être assez inquiétant. Pierre-Emmanuel Bény. Alors effectivement, vous avez entièrement raison, vous touchez un point assez épineux. Avec mon collègue, on aura la chance de ne pas connaître finalement les répercussions négatives de cette suppression de la taxe d'habitation, en tout cas pour les collectivités. Mais aujourd'hui, vous avez un gouvernement qui a lancé une réforme sans même derrière envisager comment on allait la mettre en application sur le terrain. Vous allez dire, en tant que maire, on y est habitué, mais moi j'ai reçu par exemple il y a 15 jours dans ma boîte mail une note hyper technique qui venait de Bercy pour nous expliquer comment on allait compenser à l'euro près, mais qui au final ne compensait pas à l'euro près, parce que ma commune perd 20 000 € par an de cette suppression de la taxe d'habitation. Et vous savez, ce qui devrait être le plus inquiet aujourd'hui, c'est les communes, mais également les propriétaires, parce que quand vous êtes maire d'une ville et que demain vous souhaitez faire des projets pour votre collectivité et que vous n'avez plus de rentrée d'argent de la taxe d'habitation, forcément, vous allez chercher un autre impôt qui aujourd'hui est la taxe foncière. Et je peux, voilà. Bon, et il y a 2 dimensions en réalité dans votre question. La première, c'est est-ce que l'État garantira les mêmes moyens aux communes demain? Il l'exprime. Voilà, moi je n'ai pas de raison de, voilà, j'ai pas de raison d'en douter. Je pense qu'il y aura une compensation par l'État globalement des pertes de recettes, mais il y a un autre sujet qu'on n'a pas évoqué, c'est dans l'exercice de la citoyenneté, la question de l'impôt, elle est aussi importante. C'est-à-dire qu'on avait la chance, avec la taxe d'habitation, d'avoir chez les citoyens la compréhension entre l'impôt local dont je m'acquitte et les services publics locaux qu'ils financent, les équipements publics locaux qu'ils financent. Et en cassant ce lien, j'allais dire, citoyenneté, impôt local, financement de l'action publique locale, je pense qu'on affaiblit aussi voilà, quelque chose en termes de citoyenneté. Alors, j'avais pas vu le coup venir, je ne m'attendais pas à ce que les questions se réveillent juste à la fin, parce que normalement, on est censé avoir terminé. Il nous reste 5 minutes. Du coup, ce que je vous propose, c'est de prendre, par exemple, 3 questions groupées très courtes et de faire des réponses très courtes pour pouvoir, monsieur peut-être, madame, monsieur au fond, on prend ces 3 questions-là, après on en prendra 2 ici. Question très rapide. Question très rapide d'un avocat spécialiste en droit des collectivités locales. Monsieur le maire de Sacy-sur-Marne a souligné qu'il y avait un réel problème du désengagement croissant de l'État, et il a tout à fait raison, quels que soient les gouvernements successifs en la matière. Ma question va vers Emmanuel Coué dans son expérience de président de la communauté d'Aglo. Est-ce qu'il n'a pas aussi une perception que les maires des villes moyennes et des petites communes sentent une forme d'hégémonie des communautés d'agglomération et des communautés de communes, ce qui entraîne une certaine irritabilité des maires des petites communes et des moyennes communes? Est-ce que la nouvelle donne en matière de décentralisation annoncée l'année prochaine avec le projet de loi 3D ne doit pas avoir pour priorité de rééquilibrer les relations entre les communautés d'agglo, les communautés de communes et les communes, parce que la démocratie locale, le vivre ensemble, c'est la base, c'est la commune, avec une onction sainte du suffrage universel direct, ce qui n'est pas le cas des communautés d'agglo et des communautés de communes. Il y a certainement à réfléchir là-dessus, sur une nouvelle donne relationnelle pour un équilibre et d'éviter que beaucoup de maires se sentent un petit peu délaissés à la fois, monsieur le maire de Sacy-sur-Marne, par l'État, mais également par les structures intercommunales trop puissantes, trop hégémoniques dans des domaines clés, l'urbanisme, le développement économique. Merci monsieur, c'est une bonne question. On avait dit une question rapide, une réponse rapide.
Alors, c'est objectivement excessivement difficile de répondre rapidement à une question aussi lourde parce que vous posez à la fois la question des fractures territoriales, des relations entre les territoires et en même temps de l'intercommunalité, c'est-à-dire les communes avec la relation avec les établissements publics de coopération intercommunale. Mais de ce point de vue-là, ce que vous dites est aussi bien valable pour les communautés de communes, les agglomérations, les métropoles. Mais au terme de ce mandat, quel est l'état de ma réflexion? On a à la fois une réalité incontestable de l'effet de redistribution au bénéfice d'un territoire très très large de la puissance d'entraînement des métropoles. Je n'ai pas le temps de détailler, mais ça se mesure de manière tout à fait objective, y compris en considérant par exemple, parce que je pense que vous diriez le contraire si on vous posait la question, que le taux de chômage, la création nette d'emplois sont plus fortes, ou la croissance démographique sont plus fortes aux marges de la métropole rennaise, dans les communautés de communes qui bordent la métropole rennaise, que dans la métropole elle-même. Pourquoi? Parce qu'en réalité, la métropole soutient une économie résidentielle puissante à ses marges. En même temps, et ça il faut le dire, et comme président de la métropole, je ne l'ai jamais nié, on a depuis des années et des années une concentration de l'emploi le plus qualifié dans les métropoles qui soutient le dynamisme économique. Donc oui, il va falloir réinventer la relation des métropoles à leur territoire. On a commencé à le faire ces dernières années avec des coopérations à toutes les échelles. Voilà, je n'ai pas le temps d'en parler, mais vraiment, on a déjà beaucoup fait. Mais oui, il faudra réinventer un modèle de relation entre la métropole et puis le reste du territoire. C'est une évidence. C'est une question rennaise et nationale, hein, et même, pour m'intéresser à ces questions, européennes en réalité. Écoutez, je suis désolé en fait parce que je sais que c'est très frustrant, mais on me fait signe, il faut qu'on... Alors deux rapides. Moi, ma question est vraiment très courte. Vraiment très courte, vraiment rapide. Pourquoi y a-t-il si peu... Aux deux maires qui sont sur le podium, je voudrais savoir quels sont les meilleurs souvenirs et les plus mauvais souvenirs pendant votre mandat. Merci. Alors moi, ma question, c'était simplement pourquoi y a-t-il si peu de femmes maires et vice-présidentes et présidentes des communautés d'agglo? Super, deux très bonnes questions, très simples et très rapides. Meilleurs souvenirs, pires souvenirs? Les meilleurs souvenirs, tous les travaux, l'embellissement de ma commune avec l'animation de ma ville. Les pires souvenirs, quand j'ai dû annoncer à une maman que son garçon de 21 ans venait se broyer dans un accident de voiture un dimanche matin. Et pour les femmes peut-être? On verra après. Meilleur souvenir, pire souvenir. Je vais terminer par le meilleur. Le pire souvenir, c'est exactement le même. Voilà, j'ai eu à annoncer le décès d'un jeune homme à ses parents. Le meilleur souvenir, j'ai beaucoup de bons souvenirs. Je veux aussi terminer sur une tonalité positive. Allez, le meilleur, c'est peut-être il y a quelques jours, lorsque j'ai adressé mes derniers vœux à Saint-Jacques et que, voilà, je le dis, beaucoup d'habitants de la commune sont venus me remercier chaleureusement. C'est-à-dire qu'on se fait souvent engueuler, mais on se fait aussi, voilà, on a aussi beaucoup de témoignages très sympas. Il faut le dire et ne pas l'oublier non plus. Où sont les femmes? La deuxième question. Où sont les femmes? Allez, très rapidement, entièrement d'accord avec vous, et pour y remédier, j'ai laissé la place à ma première adjointe qui est une femme. Bravo. Alors, pourquoi il n'y a pas plus de femmes? Alors, il y aura une élection à Saint-Jacques, mais voilà, mon vœu le plus cher, c'est que l'adjointe à l'urbanisme de mon équipe puisse me succéder dans quelques semaines. Après, il y a une question évidemment qui est très lourde, sur la trop grande faiblesse du nombre de femmes maires, mais ça vaut pour toute la vie publique, pour toute la vie politique, parfois pour la vie économique, c'est aussi un sujet, on pourrait l'étendre à bien des métiers. Je pense que c'est un combat culturel qui doit mobiliser les femmes et les hommes, et que ça vaut pour la politique, mais ça vaut pour tous les pans de la société ou des activités humaines. C'est le combat de l'égalité, et c'est le fait que évidemment, refuser ce qu'on appelle les théories essentialistes, c'est-à-dire que par essence, un homme ou une femme serait plus ou moins disposé à telle ou telle fonction. C'est ça qu'il faut combattre. Et donc voilà, j'espère et je pense qu'il y aura davantage de femmes maires au terme de ces élections, mais on est très loin du compte. Merci, ce sera le mot de la fin.